tout pile, ravi de vous retrouver pour cette table ronde dédiée au sujet de l'éthique, data, IA et l'éthique dans tout ça. Vous allez voir que la discussion avec mes trois invités va être passionnante. Donc vraiment ravi d'être là. J'adorerais être en physique, évidemment, comme toutes les dernières éditions du Salon Data, mais malheureusement, ça n'aura pas été possible cette année, mais ce contexte ne nous aura pas. On fera quand même cette conférence. Ouais. Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. C'est pas parti, c'est pas Le grave, live... j'étais chaud. Je vais la C'était refaire bien, c'était bien pourtant. Ah non, C'était très bien, c'était super. Mick, excusez-moi, on a un problème de lancement du live. D'accord, pas de souci. Mick, tu me fais signe. Le live a un problème. Tu nous dis quand c'est résolu, Jean-Luc? C'est bon, tu peux y aller. Ah, cool. Impec. Alors, on a eu un petit raté au lancement. Donc, bonjour à tous. Ravi d'être ici pour cette table ronde dédiée au sujet de l'éthique de l'IA, data, IA et l'éthique dans tout ça. On va voir que c'est un sujet éminemment important et finalement déjà présent, même s'il paraît lointain pour beaucoup d'organisations. Il est déjà tout à fait présent et pose déjà un certain nombre de problèmes directs. Donc, vous allez voir que cette table ronde va être passionnante avec les trois experts qui vont m'accompagner sur cette table ronde. On aurait évidemment adoré qu'elle puisse se faire en présentiel, comme ça a été le cas toutes ces dernières années. On est quasi tous des fidèles de Salon Data. Mais la pandémie ne nous aura pas et on tiendra quand même cette table ronde, quand bien même elle doit être donc en digital aujourd'hui. Toute petite présentation, je suis Mick Lévy, je suis directeur de l'innovation business chez Business et Décisions. Mon rôle est de vous amener les meilleurs retours d'expérience sur toutes les géographies sur lesquelles Business et Décisions intervient. Et je suis par ailleurs l'heureux auteur du livre Sortez vos deniers du frigo, qui sortira en février 2021 aux éditions Juno. Business et Décisions, en quelques mots, on est une société de conseil et une société de service. On est spécialisé sur tous les sujets de la data depuis bientôt 30 ans. On a rejoint le groupe Orange Business Service il y a maintenant 1 an et demi pour proposer une gamme de services encore étendue sur tous ces passionnants sujets. Et on est par ailleurs très présent à Nantes, même si aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça veut dire grand-chose vu qu'on est tous à distance. Mais sachez que nos équipes nantaises comptent près de 300 personnes qui interviennent sur tout le bassin nord-ouest. Alors voilà, cette petite présentation introductive étant faite, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et je vous souhaite bienvenue dans le 21e siècle. Cette fois, c'est sûr, on est vraiment dans le 21e siècle. On a mis un vrai pied dans le 21e siècle cet été, alors qu'on assistait à des manifestations assez importantes à Londres d'étudiants contre un algorithme, et c'est directement, je pense, une des premières manifestations dans le monde qui était directement contre un algorithme. Alors, vous n'avez pas la bande-son là de cette manifestation, mais les manifestants se faisaient entendre au son d'un « fuck the algorithm » extrêmement clair pour le coup. Qu'est-ce qui s'était passé? Les examens n'avaient pas pu avoir lieu comme les autres années du fait de la pandémie. Et du coup, un algorithme avait été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale britannique pour permettre d'uniformiser, finalement, de normaliser les notes à travers tout le pays, là où on n'avait pas forcément des niveaux qui étaient équivalents.
Et cet algorithme s'est révélé totalement inéquitable et a posé de gros problèmes sur l'affectation des parcours dans les écoles supérieures, et ce qui a donc valu ces manifestations extrêmement importantes. Donc on voit déjà, et je vais vous en montrer quelques autres exemples sur lesquels on va pouvoir s'appuyer sur la suite de la table ronde, qu'il y a déjà des problèmes, qu'il y a des parties émergées de l'iceberg, de l'éthique, on pourrait dire, de l'IA, et que des voix se font déjà entendre, se soulèvent déjà pour les faire ressortir. Autre exemple, je vous emmène cette fois à Hong Kong, où on voit que les manifestants, sur les manifs qu'il y a eu l'année dernière et encore un petit peu cette année d'ailleurs aussi, se sont abrités et c'était totalement organisé pour finalement lutter contre la reconnaissance faciale qui est omniprésente à Hong Kong et qui a été un des moyens d'ailleurs utilisés par le pouvoir chinois pour la répression contre les manifestants. Et vous voyez, ces manifestants, cette photo est vraiment saisissante, je trouve, étaient hyper organisés avec une première ligne qui venait finalement former un bouclier contre la reconnaissance faciale et derrière 2 lignes de manifestants qui étaient organisés pour envoyer des cocktails Molotov ou d'autres projectiles ou assurer leurs arrières. Donc là aussi, on voit déjà un acte de résistance fort contre un système d'IA. Autre acte de résistance qu'on peut citer, qui est magnifique celui-là, puisqu'il s'exprime par l'art. Je vous présente Simon Wecker. Donc Simon Wecker, c'est un artiste allemand, et il a voulu mettre en valeur la fragilité des algorithmes d'IA, et en l'occurrence la fragilité de l'algorithme de Google Maps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est baladé dans les rues de Berlin en heure de pointe avec un petit chariot rempli de 99 smartphones et ces 99 smartphones connectés directement sur Google Maps. Résultat des courses, l'algorithme de Google Maps pensait être face à un bouchon, à un trafic énorme partout là où Simon Wecker passait, puisque d'un seul coup, il pensait voir 99 voitures qui allaient à 2 ou 4 km/h à l'allure de la marche. Et donc, on le voit sur l'image de gauche, l'algorithme mettait tous les endroits où il passait en rouge à très fort trafic. Et Simon Wecker est parvenu comme ça à totalement vider même les rues de Berlin. Il explique dans son témoignage. Partout où il passait, il vidait les rues puisque l'algorithme pensait qu'il y avait un très fort trafic à cet endroit-là et finalement détournait les voitures sur d'autres chemins. Donc là encore, on voit que c'est un acte de résistance à l'IA et surtout que c'est un acte qui prouve, qui montre d'une manière magistrale la fragilité des algorithmes et donc les risques de détournement de ces algorithmes. Alors là, je vous montre quelques exemples dans la société, mais rentrons maintenant dans les entreprises pour voir que c'est aussi des choses qui vont nous concerner directement. Et on a eu un exemple fabuleux par les rois de l'IA que sont Google. Et Google qui avait passé un contrat pour le projet Maven avec le Pentagone et dont l'objet du contrat du travail côté Google était finalement d'établir des algorithmes de reconnaissance d'images qui pourraient ensuite être utilisés sur les drones militaires du Pentagone. Et donc l'idée était de savoir différencier une cible humaine d'une cible non humaine, d'un bâtiment ou d'autres cibles militaires. Et il y a eu une grande levée de boucliers en interne chez Google avec une pétition qui a recueilli plus de 4000 signatures avec des menaces de démission à la chaîne à Google et qui a même du coup amené Google finalement à renoncer à ce contrat-là. Et donc ce contrat qui n'a pas été reconduit, il s'est terminé, je crois que c'était en 2019 si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on voit qu'il y a un acte de résistance dans l'entreprise même, en rébellion d'un projet qui ne semblait absolument pas convenir aux valeurs des employés, aux valeurs que voulait porter Google en tout cas, et donc qui a forcé Google à carrément renoncer à un projet qui était pourtant un projet important. On va voir avec aussi mes amis sur cette table ronde que les exemples se multiplient, que les problèmes se multiplient et arrivent aussi directement dans l'entreprise. Donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et échanger sur tout ça avec Marianne. Marianne, es-tu avec nous? Avec Simon et avec Emmanuel. Je vous laisse vous connecter tous les trois, activer vos caméras. Voilà, fantastique. On est tous les quatre ensemble. Merci à tous les trois
de nous rejoindre. Merci à tous les trois d'avoir accepté le jeu de cette table ronde. C'est top. Et je pense que ça va nous valoir des débats assez intéressants. Je précise pour ceux qui nous suivent derrière les écrans, n'hésitez pas à poser des questions. On va tenter d'en prendre un maximum au fur et à mesure en live, et sinon on se gardera du temps en fin de session pour répondre à toutes vos questions. Mais rendons cette session la plus dynamique possible, donc vraiment n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Alors Marianne, Emmanuel, Simon, je vais vous présenter. N'hésitez pas à rajouter quelques mots si je ne suis pas complet ou pas tout à fait juste. Marianne, tout d'abord, on va commencer par les femmes quand même. Donc Marianne Alanix, tu es donc consultante spécialisée en IA et en santé. Simon, merci aussi de nous rejoindre. Donc toi, tu es conseiller en charge de la stratégie chez Etalab. Tu vas nous expliquer un peu plus en détail aussi ce que fait Etalab juste après. Et Emmanuel, tu es philosophe de l'IA et tu es directeur de l'Observatoire éthique et IA de l'Institut Sapias. Tu es aussi d'ailleurs professeur d'éthique sur l'école Ivan City. Alors voilà pour l'introduction. Vous voyez qu'on a un super panel. Je suis ravi de vous avoir tous les trois parce qu'on va avoir des points de vue différents, complets, pour parler d'un sujet qui est très très vaste sur la partie éthique. Alors la première chose, je pense, quand on vient à parler de ces sujets-là, c'est déjà de définir ce qu'est l'éthique. Et on va voir que la définition peut être très large et n'est pas toujours très, très bien perçue finalement dans le grand public et aussi dans les médias. Et Emmanuel, tu es parti un petit peu toi en fronde contre les termes abusifs qu'on peut avoir. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce sujet-là d'éthique ? Oui, bonjour tout le monde. Là, c'est un sujet qui est super vaste et je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on ne fait pas d'éthique si on ne fait pas de la philosophie. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Très souvent, moi, j'entends parler d'éthique dans tout un tas de domaines, sans véritablement que les gens d'ailleurs qui s'expriment là-dessus aient un bagage en philosophie, et sans même d'ailleurs, et ça c'est pas grave de ne pas avoir de bagage en philosophie, mais sans même avoir une réflexion philosophique, c'est-à-dire même sans avoir de bagage, eh bien, on se renseigne, on essaie de voir ce qu'est l'éthique. Et donc, effectivement, la fonte dont tu parlais, c'est surtout cette utilisation de moi, ce que j'appelle l'éthique en cosmétique, c'est-à-dire simplement un outil de marketing, un outil de communication qui vise à légitimer ou à rendre acceptables des choses qui le sont plus ou moins ou qui peuvent être discutables. Mais l'éthique, encore une fois, ça nécessite une réflexion. Hein, c'est comme n'importe quelle d'ailleurs autre science, ça nécessite une réflexion de philosophie, de maîtriser les théories de l'éthique, de savoir ce que ça veut dire, de comprendre ce qu'est l'éthique et de ne pas la réduire à simplement cet argument commercial ou cet argument économique qui tend à dire à partir du moment où quelque chose est éthique, eh bien on suppose que c'est acceptable, que c'est bon, alors qu'en fait le mot bon et le mot éthique sont deux mots qui sont différents. Donc voilà, c'est surtout ça, mais après rentrer dans la définition, ça peut être complexe. J'aurais tendance à dire de manière relativement simple, mais très importante. Pour ce qui concerne la philosophie, c'est que l'éthique, c'est l'évaluation de l'acceptabilité ou de la non-acceptabilité d'une action dans un contexte donné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quelque chose qui est fait et qui est considéré comme mal relève de l'éthique. Donc c'est là où il y a un abus de langage. Quand on dit c'est éthique ou c'est pas éthique, ça veut rien dire. C'est acceptable ou non acceptable d'un point de vue éthique, mais l'éthique recouvre aussi les choses qui sont mauvaises comme les choses qui sont bonnes. Une des grandes difficultés aussi, c'est de ramener l'éthique à une dimension culturelle, parce que finalement, l'éthique peut être appréciée de manière très très différente en Europe, aux États-Unis, en Chine et en Amérique du Sud. Oui, tout à fait. Ça, c'est un des gros problèmes qu'on a actuellement, c'est que tout le débat éthique, il est, on va dire, formaté par une vision qui est fondamentalement occidentale. C'est-à-dire que très souvent, les gens qui font de l'éthique vont le faire au travers des trois théories de l'éthique, que sont l'éthique de la vertu d'Aristote, la déontologie kantienne et puis le conséquentialisme de Mill et Bentham. Mais en fait, si on regarde sur le spectre des perspectives éthiques, sur le spectre des perspectives philosophiques ou des sagesses à travers le monde, c'est qu'une toute petite partie des possibilités de réflexion éthique sur l'IA ou des possibilités d'ailleurs de réflexion philosophique qu'on peut avoir dans le monde. Le confucianisme a certainement des points communs avec ces philosophies-là, mais en est très différent par d'autres aspects. Si on regarde l'éthique du monde musulman, elle est très différente de l'éthique du monde chrétien. Si on regardait chez les animistes, le rapport à la technologie et leur perspective philosophique est très différente de la nôtre. Et pour avoir vécu et en Australie et au Canada, si on va regarder chez les aborigènes australiens ou chez les Premières Nations canadiennes, le rapport à la nature, le rapport à l'autre va leur donner une perspective philosophique et donc éthique très différente de ce que nous, on peut avoir ici en Occident. Et on pourrait multiplier effectivement par
par un nombre incalculable de cultures. Donc la réduction de l'éthique, non seulement à une vision occidentale, et même, si je peux me permettre pour terminer, à une vision déontologique, parce qu'on fait essentiellement de la déontologie très superficielle, eh ben, réduit l'éthique à quelque chose qui n'est plus de l'éthique. D'accord. Alors, sur ce sujet-là, moi j'ai un exemple qui me vient toujours en tête et dont j'avoue que je n'arrive pas complètement à le résoudre. C'est celui du crédit social en Chine. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, donc la Chine a mis en place une application de crédit social et qui vient augmenter ton score de citoyen finalement si tu as des bonnes actions en tant que citoyen et baisser ton score de citoyen si tu as de mauvaises actions comme, j'en sais rien, de jeter un chewing-gum par terre, de ne pas respecter un feu ou autre chose. Et ça va même, si tu as un mauvais score, à t'interdire certaines actions. Tu ne pourrais par exemple pas prendre le train, pas voyager, pas passer ton permis de conduire, etc. si tu n'avais pas un niveau de scoring suffisant. Bon, c'est évidemment fondamentalement choquant vu de l'Occident. Enfin, je connais personne qui, pour en avoir régulièrement parlé, mais dire ah, si c'est super, on devrait vraiment le faire chez nous. Et pour autant, on ne voit pas de rébellion en Chine contre ça. Et même pour avoir lu quelques interviews, quelques études, ça ne semble pas être si mal perçu en Chine. Comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'on a une idée finalement de la perception réelle des Chinois quant à cette application qui nous choque tant? Et Simon, Marianne, n'hésitez pas aussi à intervenir si vous le souhaitez. Je vais commencer du coup. Vas-y, ouais. En fait, le problème qu'on a, c'est que très souvent, et ça c'est normal, ça c'est un biais intellectuel, quand on lit le monde qui nous entoure, on le lit au travers des perceptions qu'on a, et nos perceptions, elles sont formées par nos interactions avec notre environnement et par ce qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on est capable de voir que ce qu'on connaît. Et très souvent, effectivement, quand on parle de la Chine et par exemple du crédit social, on entend beaucoup de critiques, mais qui proviennent soit d'universitaires, soit d'intellectuels, soit de Chinois qui ont été formés en Europe et donc qui ont rapporté chez eux la vision du monde qu'on a en Occident. Mais quand on discute, et en plus j'ai eu très récemment le plaisir de suivre une présentation qui était faite par une jeune femme chinoise sur le sujet qui parlait de ses parents en Chine, quand on discute vraiment avec les Chinois, je veux dire qui ne sont pas des universitaires, eh bien en fait c'est une non-question, c'est ça qui est fabuleusement intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de début de questionnement éthique, c'est-à-dire que le confucianisme impose un respect de l'autorité légitime, de la hiérarchie. À partir du moment où la hiérarchie prend une décision, on la considère comme éthique par nature. Et d'ailleurs, on ne la considère même pas, c'est-à-dire qu'on ne la questionne pas. Encore une fois, c'est vraiment un tropisme très occidental que de questionner ce genre de choses. J'ai eu exactement le même débat très récemment avec quelqu'un au Maroc qui me disait l'éthique de l'IA au Maroc, c'est une non-question. C'est-à-dire qu'en fait, ça rentre dans le paysage de l'intelligence artificielle au Maroc ou en Chine, non pas parce que ça vient de l'intérieur du pays ou ça vient de la culture, mais parce que l'Occident impose un certain nombre de standards, de normes, de règles. Donc c'est ça qui est très très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a certains endroits où l'éthique de l'IA est une non-question, c'est un non-problème, quelque chose qui n'existe pas. Alors, Marianne, il y a un endroit où ça se pose aussi quand même fortement, c'est donc sur toutes les applications en santé. Et notamment avec la crise du Covid, on a beaucoup parlé de la possibilité de faire le tri des malades et de faire des tri des malades assez drastiques pour le coup, au vu de la saturation des hôpitaux. Il était même question d'appliquer des IA mettre en place des algorithmes finalement pour aider les médecins à faire le tri. Ça a beaucoup choqué, mais finalement, c'est un petit peu déjà fait. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je pense que finalement, le tri est déjà fait par l'humain, quelque part. Donc, ces questions éthiques, on doit se les poser en permanence. Quand il y a des gens qui arrivent aux urgences et que les urgences sont saturées, on va définir une échelle. Et on va dire, toi, tu passes en premier parce que, pour tout un tas de raisons. Ça peut être la gravité, ça peut être aussi la situation. Par exemple, si on a quelqu'un de 25 ans qui fait une crise cardiaque versus une personne de 95 ans, voilà, éthiquement, on va se poser la question, qui on sauve en premier? Et c'est vrai que pour le Covid, quand certains hôpitaux étaient submergés par le nombre de malades en réanimation et qu'il n'y avait pas assez de lignes, qu'il n'y avait pas assez d'appareils d'assistance respiratoire, les questions se sont posées. Mais elles se posent finalement en permanence. Donc finalement, on n'invente rien avec l'IA alors? Eh ben non, parce que de toute façon, alors déjà, moi, on n'a pas parlé du terme en tant que tel, mais voilà, ce qu'on appelle intelligence artificielle, on peut aussi venir questionner, donc c'est aussi quelque chose de philosophique, mais est-ce que c'est vraiment intelligent? Actuellement, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui est capable d'être vraiment autonome et de simuler
l'intelligence humaine. Il n'y a pas d'intelligence artificielle qui peut remplacer un médecin parce que, voilà, un médecin, c'est complexe. Le médecin, il va venir, il va étudier le cas du patient dans sa globalité. Oui, il va peut-être lui poser des questions. Est-ce que tu as mal ici? Est-ce que depuis combien de temps il y a des symptômes, etc. Mais on va aussi appréhender la situation en fonction de, voilà, peut-être de la culture de la personne, de son âge, de son métier. Et en fait, finalement, cette décision, on va la prendre dans un contexte que l'IA ne sait pas faire aujourd'hui, ne sait pas appréhender. Ouais, et puis bon, là, l'IA, ce qu'il faut quand même rappeler évidemment, hein, c'est que se nourrit de données, elle se nourrit d'exemples du passé, et finalement, elle va reproduire des situations. Moi, je dis souvent, l'IA, c'est une grosse copieuse en fait, quoi. C'est exactement ça, et finalement, les craintes qu'on a en santé, de dire que voilà, l'IA va pas savoir, va faire des biais, en fait, les biais existent déjà sur les médecins, parce qu'eux aussi sont confrontés à un certain nombre de situations, ils ont appris des choses pendant leurs études, et puis ils vont pas forcément connaître tous les cas. Après, il y a le jugement humain qui va nous faire qu'on va être capable, nous, de réagir à une situation à laquelle on n'a pas déjà été confronté, alors que l'IA, elle apprend sur ce qu'on lui donne. Mais voilà, c'est vrai que on fait avec ce qu'on a. Et par exemple, il faut savoir qu'actuellement, la plupart des médicaments, des études cliniques qui ont été faites, elles ont été beaucoup réalisées sur des personnes entre 30 et 50 ans et des hommes blancs. Donc finalement, ces biais, ils existent déjà en médecine. Donc c'est vrai qu'accuser l'intelligence artificielle d'ajouter des biais nouveaux, peut-être ça peut être l'occasion aussi de questionner sur la façon dont la médecine est faite aujourd'hui et peut-être d'améliorer, voilà, et de revenir sur ces cas-là. Là où c'est peut-être plus discutable, Simon, tu peux aussi peut-être nous éclairer là-dessus, c'est qu'effectivement, les biais existent déjà. Comme tu le disais, les études médicales, scientifiques, elles sont déjà finalement biaisées pour beaucoup. Mais le risque quand même avec l'IA, c'est le risque d'amplification de ces biais. Oui, oui, tout à fait. Alors, je pense que Marianne pourrait en parler aussi. Moi, j'étais assez frappé par le fait qu'effectivement, alors je rejoins totalement, alors déjà bonjour Mick, bonjour à tous. Je rejoins le propos d'Emmanuel sur le fait que c'est un sujet sur lequel on aime bien, je trouve, jongler avec des termes qui sont aussi complexes que mal définis. Alors donc là, depuis le début de la discussion, on a commencé à parler d'éthique, d'intelligence, de confiance, alors biais peut-être encore, ça peut se discuter, c'est peut-être un peu plus facilement définissable. Non, mais il se pose, je pense, des questions de choix de société aussi, c'est-à-dire à un moment donné de dire, voilà, par exemple, il y a des discriminations, on sait qu'il y a des discriminations salariales entre les hommes et les femmes dans ce pays. Est-ce que lorsque demain je reconstruis des barèmes automatisés, est-ce que je vais dire, finalement je change la réalité pour que demain je ne grave pas dans ces algorithmes des discriminations existantes, ou est-ce qu'au contraire je dis finalement la neutralité voudrait que je ne reproduise que la société telle qu'elle fonctionne demain. Et ça, c'est des questions, et je pense que ça fait partie aussi des questions pour le coup qui se posent en termes d'éthique, de dire à quel point on veut agir sur le réel, ou à quel point, effectivement, comme tu disais, Mick, en disant les intelligences artificielles ne sont que des grosses copieuses, mais je crois que elles ne font pas que copier, parce qu'il y a vraiment une notion aussi d'amplification et peut-être aussi de graver dans le marbre. Alors là, en l'occurrence, on ne grave pas dans le marbre, on grave dans le silicium, mais cette idée que ces systèmes-là vont partir d'un réel et finalement vont déterminer le futur aussi, parce qu'on va appliquer les règles qui étaient celles du passé. Voilà. Et pas que les règles, les observations aussi qui étaient celles du passé. Oui, tout à fait. Mais alors justement, moi, je suis hyper content de vous avoir tous les trois parce que vous allez peut-être me permettre d'aider à avancer dans ma tête parce que j'ai des trucs que j'arrive pas à résoudre. On a déjà parlé du truc que j'arrive pas à résoudre en signe. Il y en a un autre alors, qui est tout à fait tarte à la crème, hein, qui est autour du dilemme du tramway. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le dilemme du tramway, donc c'est un dilemme qui a été déjà établi, je crois que c'est dans les années 60 ou 50, mais enfin ça date d'il y a bien longtemps, et qui pose un certain nombre de dilemmes que finalement, en être humain, on n'avait pas vraiment à se poser, mais qu'avec l'IA, on se demande si on n'a pas à se les poser pour de vrai. C'est quoi, par exemple? Je suis une voiture autonome, si je l'applique à l'IA, mon dilemme du tramway. Et puis, à un moment, je me retrouve dans une situation où j'ai le choix entre tuer les passagers de la voiture ou tuer deux piétons.
Ou alors, j'ai le choix entre tuer une maman qui est en train de traverser la rue avec un landau d'un côté ou deux vieux. Jusqu'à maintenant, on n'est pas à résoudre ces dilemmes. Parce qu'en fait, on réagit comme on peut dans l'urgence de la situation quand c'est nous qui conduisons. Mais avec l'IA, on se dit, on va pouvoir programmer finalement la voiture, on va pouvoir en tout cas apprendre à la voiture à réagir dans l'une ou l'autre de situation et à faire ce choix. Comment on fait, l'IA du coup nous confronte au fait nous-mêmes de devoir faire ces choix pour correctement programmer la voiture en fonction des bonnes valeurs humaines. Je mets tout ça avec des guillemets en rapport de ce qu'on s'en dit sur la culture avant. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne veux pas programmer, de voiture autonome dans ces conditions-là, moi. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on résout ça? Qui veut En prendre fait, la parole là-dessus? je vais me lancer là-dessus. En fait, on ne le résout pas. C'est ça la subtilité. C'est-à-dire que il faut bien comprendre qu'en développant l'intelligence artificielle, on essaye de dupliquer ce que l'être humain est capable de faire. Donc, on ne duplique que ce qu'on connaît. On ne va pas inventer quelque chose. Effectivement, Ouais. quand Simon parlait de à quel point est-ce qu'on veut impacter le réel, je veux dire, on peut pas créer quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, on ne peut pas créer la perfection, on ne peut pas créer de solution parfaite là où il n'y a pas de solution parfaite. Ce dilemme du trolley, effectivement, c'est les années 60 par Philippe Afout, il n'est pas spécifique à l'intelligence artificielle, puisqu'en l'occurrence, quand elle l'écrit notamment sur qu'on appelle ça, j'ai perdu le mot en français, l'avortement. D'accord, c'est une question sur l'avortement. Donc, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Et puis, pour retourner à ce que disait Marianne aussi, c'est exactement la situation dans laquelle, par exemple, se retrouvaient les Italiens quand ils se sont retrouvés à choisir entre les différents cas Covid, qui on allait soigner, qui on n'allait pas soigner. Et c'est exactement le même type de questionnement qu'on va se poser. C'est-à-dire qu'on va faire un arbitrage entre deux solutions dont on sait que, quelle que soit la solution qu'on va choisir, ce ne sera pas une bonne solution. Donc ça, c'est typiquement humain. Donc, il n'y a pas de raison pour que ces solutions n'existent pas dans la vraie vie, pour revenir à ce que disait Simon, et qu'au sein de l'intelligence artificielle, on trouve des solutions. Bien sûr que non, il n'y aura pas de solution, parce que, encore une fois, tu le disais toi-même d'ailleurs, ça va dépendre de la nature des gens qui sont sur les deux voies. Est-ce que ce sont des personnes âgées? Est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que ce sont des repris de justice? J'aime bien, quand je discute avec mes élèves, leur faire la référence à Batman de Dark Knight, quand il y a ces deux bateaux qui quittent le port de Gotham City, avec un à l'intérieur où vous avez des repris de justice et puis l'autre des citoyens, et puis on se pose la question de qui mérite de vivre, qui ne mérite pas de vivre. Mais ce genre de choix-là, il appartient à chacune des cultures. Il y a des gens qui vont valoriser, par exemple, le fait qu'on soit un aîné, qu'on soit âgé, qu'on représente une certaine sagesse. Il y a d'autres personnes qui vont valoriser le fait qu'on soit jeune. Il y a des personnes qui vont dire, parce que vous êtes un repris de justice, votre vie vaut moins qu'un citoyen. Puis voilà, il y a une multitude de possibilités qui font que il n'y a pas de solution. Et c'est assez marrant, je trouve, qu'on se prenne la tête à trouver des solutions universelles à des problématiques qu'on a déjà tous au quotidien et auxquelles il n'y a déjà pas de solution. Donc l'IA n'apporte rien de plus à ces questionnements que le fait que maintenant, on a un acteur et je rejoins Marianne sur le fait que ce n'est pas suffisamment autonome d'ailleurs pour qu'on puisse vraiment parler d'un agent, mais en tout cas, on a un acteur supplémentaire et on se dit, est-ce que cet acteur serait légitime à faire ses choix et dans quelle limite il le serait? Mais les questionnements qu'on se pose, et ça, je trouve ça fascinant sur l'intelligence artificielle, c'est que plutôt que de créer quelque chose de nouveau, on plonge dans les arcanes, dans la complexité de nos choix, de notre fonctionnement intellectuel. Et en fait, ça nous fait découvrir beaucoup plus de choses sur nous-mêmes que sur la potentialité d'ailleurs d'une IA qui serait parfaite et dans laquelle il n'y aurait pas de biais. Ouais, tout à fait. Simon, tu voulais intervenir? Oui, je voulais juste rajouter une autre idée peut-être dans l'échange qu'on a là, qui notamment une idée qui tournait pas mal autour des questions des interactions qui existent depuis très longtemps. Par exemple, ça fait très longtemps en matière aéronautique qu'on conçoit des systèmes entre il y a un humain, il y a un pilote et puis il y a un ordinateur de bord et quelles sont ces interactions ou autres. Ouais. Et tous ces travaux-là ont notamment abouti à la définition de cette notion de ce qu'on appelle alors en anglais, moral crumple zone, des zones d'absorption. Alors la zone d'absorption, le concept de la zone d'absorption, vous savez par exemple que dans les véhicules qu'on construit aujourd'hui, à l'avant du véhicule, il y a une zone qui est faite pour qu'en cas de crash, ça se déforme. C'est prévu pour, voilà, c'est la zone d'absorption. Et dans cette approche-là, c'était de dire en fait, est-ce que l'humain, dans ces systèmes-là un peu automatisés, finalement ne joue pas le rôle de cette zone d'absorption, mais d'un point de vue moral, c'est-à-dire que
à la fin, il y a bien un humain qui fait quelque chose, qui prend une décision, et c'est pour ça que ce ne serait peut-être pas des systèmes entièrement automatisés, mais qu'il faut garder un humain dans la boucle, comme on dit en français, parce que c'est lui qui va prendre le choc moral, au sens où c'est lui qui, après, pourra être désigné comme étant responsable, en disant, bah voilà, c'est toi qui n'as pas fait l'action d'appuyer sur la pédale du frein, c'est toi qui n'as pas fait l'action de… Vous voyez le… Voilà, et là, finalement, on aurait un humain dont le rôle… Alors, c'est très futuriste, hein, mais dont le rôle serait de porter la responsabilité in fine, quoi. Voilà. Il n'aurait quasiment aucun autre rôle que celui-là. Oui. Donc, ce qui déjà amène un élément de solution, parce que j'aimerais bien qu'on donne aussi quelques solutions devant tous les problèmes éthiques qui nous attendent autour de l'IA. Là, tu amènes déjà un élément de solution, quoi. C'est de garder un humain dans la boucle, qu'à un moment donné, on puisse définir les conditions dans Je ne sais lesquelles pas si c'est suffisant. Ouais. Ça l'est peut-être pas, mais en tout cas, c'est peut-être une première chose. Non, c'est peut-être un élément de solution, en tout cas. D'arriver à définir dans quelles conditions on laisse l'IA tourner et à quel moment il faut dire stop, et c'est l'humain qui reprend la main. Oui, tout à fait. Alors, il y avait par exemple, dans les pistes sur lesquelles on travaillait, nous, donc côté Etalab, donc Etalab, c'est plutôt service public, administration ou autre, c'était une autre idée qui consistait et qui a été inscrite dans la loi pour une République numérique, donc portée par la secrétaire d'État Axelle Lemaire en 2016, qui était de créer finalement un droit à l'explicabilité, qui est encore un autre concept dont on n'a pas encore parlé jusqu'ici, mais qui est, j'allais dire aussi, je pense, assez pertinent aujourd'hui. Traditionnellement, en quelques mots, l'administration, en tout cas dans un état de droit et dans nos démocraties occidentales, c'est quand même plutôt le cadre de référence politique qu'on utilise. Dans un état de droit, il y a toujours eu cette notion de motivation d'une décision. C'est-à-dire qu'en gros, quand l'administration prend une décision envers vous, que ce soit de vous accorder ou pas une allocation d'aide, ou que ce soit, quel que soit le type de motivation, on demande une motivation de cette décision. C'est-à-dire que l'administration doit dire, ben voilà, j'ai pris la décision vous concernant, mais pour telle et telle raison. Et ce qui a été inscrit dans la loi pour une République numérique, c'est un petit peu ce principe de motivation des décisions, mais appliqué à cette ère des intelligences artificielles, des algorithmes et autres. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, à partir du moment où une décision a été prise vous concernant, vous êtes en droit de demander à l'administration la source des données qui a été traitée, le type de données qui ont été utilisées pour entraîner le système, si ça a été le cas, les paramètres, la pondération qui a été utilisée pour traiter votre cas particulier. Encore une fois, je ne crois pas que ce soit l'alpha et l'oméga et que ça résoudra tous les problèmes, mais ça va, je pense, amener une première étape là qui serait de dire, ben voilà, si je suis calculé, j'ai le droit d'avoir une explication sur la manière dont le calcul m'a été appliqué. Ouais. C'est une autre manière d'ouvrir quelque part la boîte noire dont on parle. Ouais, donc ça tu as raison, c'est un autre élément clé. Je ne sais plus quel mot utiliser, je vais quand même le dire, de l'éthique de l'IA. Mais j'ai conscience de ses limites maintenant, que d'arriver à obtenir de la transparence. Mais on sait aussi que ça, c'est un vrai challenge technique, hein, Marianne ou Simon, si vous voulez vous exprimer là-dessus, puisque les algorithmes les plus puissants sont ceux du deep learning. On va vers des systèmes de réseaux de neurones qui peuvent prendre en compte des millions, des milliards de paramètres éventuellement, et dont il y a une autre image que j'aime bien prendre, c'est un peu comme le capot de notre cerveau, quoi. Si on ouvrait la tête et qu'on regardait le cerveau avec nos yeux, c'est pas pour ça qu'on aurait l'explication de comment moi-même je prends mes décisions. C'est pareil pour un algo. Donc comment on amène ce niveau de transparence, quelles solutions on peut donner pour amener ce niveau de transparence qui, tu as raison Simon, paraît absolument essentiel, quoi. Marianne, je ne sais pas si je vous laisse… Oui, je pense que sur l'explicabilité, alors déjà, juste pour revenir un petit peu sur les aspects plus médicaux, effectivement, quand un médecin va prendre une décision médicale, voilà, il est en droit d'expliquer aux patients pourquoi il prend ses décisions, sur quels aspects ils se font, enfin, sur quels faits ils font sa décision. Mais en vérité, c'est vraiment quelque chose d'artisanal, en fait. Et donc, il n'y a pas tout qui rentre en compte. Il y a aussi son intuition, il y a aussi son expérience, et finalement, tout ce qui ne s'est pas explicité, mais qui est là, qui se passe dans son cerveau. Et effectivement, le cerveau, c'est encore un organe qu'on ne comprend pas.
ne sait pas comment ça fonctionne et c'est pour ça peut-être qu'on n'arrive pas à créer des intelligences artificielles vraiment intelligentes, tout simplement. Donc c'est vrai que voilà, tout ce qui est prise de décision, c'est finalement pas si évident que ça. Et déjà en médecine, voilà, expliquer pourquoi on prend une décision, ça peut être parfois compliqué. Après, la question qui se pose, je pense, c'est à qui on doit cette explication. Parce qu'il y a d'une part la personne qui va utiliser l'outil, qui peut s'en servir pour prendre une décision. Donc, par exemple, un médecin qui se sert d'un algorithme pour l'aider à prendre une décision. Donc, actuellement, en tout cas en France, voilà, on n'a pas le droit de prendre une décision médicale automatisée. Donc, ça va finalement être un outil comme un autre, de la même façon qu'on utilise un scanner. Voilà, on a une image, on voit c'est obtenu d'une certaine façon. Est-ce que le médecin comprend tout ce qui se passe dans la machine en détail? C'est pas sûr, et on ne s'est pas finalement posé des questions aussi philosophiques qu'on s'en pose pour l'IA. Donc, de quelle manière est-ce que la personne qui utilise l'outil doit comprendre ce qui se passe dans l'outil? Et après, il y a aussi la question qui se pose, c'est par exemple au niveau du patient, donc finalement la personne sur laquelle va agir, voilà, la décision, l'impact sur laquelle, la personne sur laquelle va y avoir un impact suite à la décision qui est prise, est-ce qu'elle aussi doit comprendre tout ce qui se passe? Donc, pour moi, il y a vraiment ces deux aspects-là, les personnes qui l'utilisent et les personnes sur lesquelles la décision va avoir un impact. Et si je peux compléter justement, alors c'est avec un exemple qui est aussi un exemple, je crois, en matière de santé. Tu évoquais, Mick, la question de à quel point ça doit être explicable ou ça doit être transparent, juste comme ça. Ouais. Il y a aujourd'hui, on est face à un dilemme qui est que les systèmes les plus performants sont malheureusement aussi les moins explicables. C'est-à-dire qu'il y a quelque part un équilibre à trouver entre je veux de la performance ou je veux de l'explicabilité. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir les systèmes les plus… Quand on parle de deep learning, il s'avère qu'aujourd'hui, en l'état actuel de la recherche et de la science, ce n'est pas les systèmes les plus transparents en matière d'explicabilité. C'est ceux qui marchent très bien, mais sont moins bien explicables. Après, je prends un cas très concret. L'agence de biomédecine, depuis plusieurs années maintenant, met en place un système qui s'appelle le ScoreCœur, qui permet, et dont vous trouverez en ligne sur le site de l'agence de biomédecine tout le détail, ça concerne la procédure d'attribution des greffons cardiaques. Donc, il y a un greffon cardiaque qui est disponible quelque part en France. Il y a plusieurs centaines de patients. Il y a 500 greffes cardiaques par an. Et il y a plusieurs centaines de patients qui attendent un cœur parce qu'ils sont très malades. Bon. Et donc, l'agence de biomédecine a travaillé avec un certain nombre de scientifiques. Il y a un comité scientifique, il y a des parlementaires qui sont présentés, il y a des associations de patients. Ils ont défini un algorithme qui permet d'attribuer justement en priorité ou de classer, on va dire, tous les demandeurs selon leur niveau de priorité pour chaque greffon qui est disponible. Okay. La règle, elle est écrite. J'allais dire, vous trouverez sur leur site un document très précis qui dit voilà tous les critères, voilà comment on les applique, des choses comme ça. Bon. Imaginons maintenant que demain, j'imagine un système qui reposerait sur des technologies beaucoup plus avancées, du type deep learning ou autre, et que j'arrive à non pas attribuer ou à sauver 500 vies par an, mais peut-être, admettons, 3 ou 4 de plus. D'accord? Parce que j'utilise une meilleure technique qui me permet de faire une meilleure attribution. La problématique, c'est que d'un seul coup, je passe d'un système qui est très explicable sur les 500 décisions qui ont été prises. D'accord? Je suis capable, a posteriori, de vous dire pourquoi vous avez… Et a posteriori, je suis aussi capable de dire pourquoi vous n'avez pas été sélectionné. Un système où j'aurais sauvé 4 vies en plus, mais j'aurais été incapable, non pas que sur les 4 en plus, mais sur l'ensemble des décisions, de vous les expliquer. Et vous voyez, là, je trouve qu'on est sur des… Alors, pour l'instant, c'est des cas futurs, hein, mais on est sur des questions très, très concrètes de dire, voilà, est-ce que je dois privilégier une performance algorithmique versus est-ce que, parce que d'un seul coup, voilà, et on pourrait vraiment se poser la question, hein, parce qu'on pourrait se dire, est-ce que finalement les 500 décisions précédentes ont été faites comme elles auraient dû être faites, voilà. Et c'est un vrai, je crois que voilà, on arrive sur des questions qui sont très très concrètes, quoi. Ouais, on arrive sur des questions. Il y a des IA qui peuvent être très performantes et la raison de leur décision n'est pas celle qu'on attendait. Parce que par exemple, on peut prendre du deep learning, on lui donne des images. Par exemple, il va reconnaître des animaux. Peut-être qu'il reconnaît une girafe, non pas parce que c'est la forme de la girafe, mais parce qu'il y a la savane derrière. Parce qu'il y a, en fait, nous, on voit la girafe, mais l'algorithme, il voit l'image en entier. Donc, et ça n'empêche pas qu'il sera très performant et qu'il va reconnaître peut-être des girafes à 98%, parce qu'à chaque fois qu'on va lui donner une photo de girafe, il y a de la savane derrière. Donc, ça pose vraiment des questions de est-ce que finalement, on a besoin que l'IA prenne des bonnes décisions et soit performante pour les bonnes raisons,
ou est-ce qu'on cherche effectivement la performance avant tout? Ouais, mais alors ça nous donne une autre leçon. Moi, je veux qu'on retire avec des solutions hein, de cette table ronde pour ceux qui nous écoutent. Je sais qu'il y a des data scientists aussi qui sont sur ce salon. Il y a plein d'entreprises qui sont en train de chercher à implémenter l'IA de plus en plus. Moi, je trouve que ça nous amène à un autre élément de solution. Tu m'as d'ailleurs soufflé, Simon, c'est que finalement, dès le début où on réfléchit à un projet qui va faire intervenir de l'IA, se poser la question de quelle exigence de traçabilité, de transparence, et éventuellement de traçabilité aussi, mais de transparence, on veut avoir, et de poser ça finalement comme un élément fondamental qui va aussi guider nos choix techniques dans le type d'algorithme, deep learning ou pas, qu'on va chercher à mettre en place, dans le découpage peut-être du problème en problèmes plus simples, pour permettre de prendre aussi des algorithmes plus simples en découpant le problème. Oui, tout à fait. Je crois que ça, c'est toutes les approches souvent qu'on appelle autour de la conception. C'est la transparence by design ou la privacy by design ou autre. Je crois qu'au-delà de ça, ce qu'on devrait avoir le droit aussi, parfois, c'est de ne pas faire. C'est-à-dire que finalement, il y a des systèmes où on pourrait se dire, ce qu'on veut, c'est pas qu'ils soient plus transparents, plus équitables, moins biaisés. On voudrait qu'ils n'existent pas, en fait. C'est-à-dire que devrait y avoir un premier choix à la base de dire, ça, en fait, non, ça ne devrait pas exister. Voilà, ça devrait être un droit de ne pas faire, en fait. Et pas de chercher à posteriori. Ça renvoie directement à ce que nous disait Emmanuel en début de session. Hein. L'éthique, c'est les questions d'acceptabilité. Et il y a peut-être plein de fois où il faut se dire, utiliser des systèmes finalement automatisés, parce que c'est ça qu'il y a derrière de l'IA. Hein. Utiliser un système qui est automatisé, je ne veux pas le faire pour tel type de cas. Exactement. Et c'est la question des lignes rouges d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un débat très compliqué au niveau européen, hein, la question des lignes rouges? Il y avait le High Level Expert Group, qui est donc le groupe d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle, qui avait rendu des avis à la Commission européenne et qui avait eu en son sein des gros débats là-dessus, sur la question de dire est-ce qu'on doit fixer des lignes rouges? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit dire non, il y a des choses sur lesquelles nous n'irons pas? Tout à fait, Simon. Et je vous renvoie d'ailleurs vers le livre blanc qui a été publié, je crois que c'était l'année dernière. Recommandations pour des IA dignes de confiance. C'était le terme qui avait été retenu. Ils avaient parlé de confiance d'ailleurs, ça m'avait beaucoup amusé. Ils n'avaient pas employé le mot éthique dans le titre de ce livre blanc, mais bien le mot confiance. Emmanuel, un avis sur la question? Oui, j'ai des avis sur tout. Oui, un avis sur la question. Alors, j'aimerais juste, parce que par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est que là, nous, on se focalise sur ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Il faut aussi recontextualiser ce débat éthique dans un contexte beaucoup plus large, qui est celui des enjeux économiques, des enjeux diplomatiques, des enjeux internationaux, des enjeux en termes d'emploi, de recherche-développement, d'éducation, etc. Avec Marianne, effectivement, Simon, ils ont abordé les questions médicales. Il y a des enjeux qui vont bien au-delà simplement de l'aspect c'est acceptable, c'est pas acceptable. Je veux dire, une entreprise ou un pays qui dit, écoutez, je ne veux pas aller dans cette voie-là parce que ça n'est pas bien, entre guillemets, c'est une entreprise qui se prive d'un secteur de marché, donc qui accepte à un moment donné, alors j'exagère, j'extrapole, mais qui accepte peut-être qu'à un moment donné, il y a un point de pile en moins sur son économie, alors sachant que les Chinois et les Américains n'auront pas nécessairement les mêmes réticences, en sachant qu'il y a tout un tas de pays qui vont s'engouffrer à leur place. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est pas acceptable? Est-ce que pour des raisons purement de valeurs déontologiques un petit peu superficielles, on peut accepter des conséquences qui potentiellement peuvent être négatives pour notre économie, pour notre marché de l'emploi, etc. Donc, quand un décideur politique prend une décision sur ces questions d'intelligence artificielle, lui, il ne prend pas simplement en compte des questions d'éthique ou de pseudo-éthique. Il va prendre un gros package, et puis pour revenir aux médecins dont Marianne parlait, il y a tout un tas d'éléments qui vont être mis en œuvre, qui vont être assimilés, il va y avoir des inférences qui vont être faites, et une décision qui va être prise à la fin, qui ne sera pas d'ailleurs nécessairement une décision qui sera acceptable éthiquement, ou en tout cas pas acceptable éthiquement par une certaine partie de la population. Mais ça, c'est quelque chose qui est relatif à la politique, telle qu'on la voit d'ailleurs aujourd'hui. Dès que vous prenez une décision, il y a toujours des gens pour la critiquer, des gens pour la soutenir. Donc en termes d'intelligence artificielle, ce sera exactement la même chose. Pour ce qui concerne la confiance spécifiquement, et sans trop m'attarder là-dessus, ce qu'on appelle Trustworthy AI, donc l'IA de confiance, c'est une ineptie déjà parce qu'on n'a pas confiance dans l'IA, puisque comme l'a dit Marianne, l'IA n'a pas un degré d'autonomie qui lui permette d'avoir une intention qui soit de trahir ou au contraire d'être loyal. Donc on ne fait pas confiance à l'IA, on fait confiance aux gens qui développent le produit, on fait confiance aux gens qui utilisent le produit, qui le déploient, mais l'IA en tant que telle, c'est un outil. Alors le jour où elle sera complètement autonome, ou elle aura cette capacité un petit peu comme dans le film iRobots, de s'auto-déterminer, on pourra se poser la question de est-ce que j'ai confiance dans l'IA ou est-ce que j'ai pas confiance dans l'IA. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc ce mot
confiance, ma perception, je me suis très intéressé aussi au structuralisme, à la linguistique, chez Saussure par exemple, c'est surtout un mot qui lui-même convoque de la confiance. Si je vous dis je développe une IA éthique et de confiance, dans l'esprit des gens, le message c'est tout va bien, tout a été fait. Alors qu'on sait très bien que ça ne veut strictement rien dire. Une IA que moi je développe avec une intention extrêmement bonne peut très bien être à un moment donné détournée par un acteur qui va l'utiliser dans un cadre complètement inacceptable. J'en sais rien et je ne peux pas le savoir à l'avance. Donc l'IA de confiance, et quand on regarde tous les grands principes d'ailleurs du RGPD, ce sont des principes qui sont extrêmement vagues, qui sont extrêmement flous, qui sont pas opérationnalisables, qui sont indéfinissables. Et ça, je suis complètement d'accord avec Simon, il y a toute une problématique de définition des termes qu'on utilise dans ce domaine qui n'est jamais abordée. On prend les choses comme si elles existaient, comme si elles étaient données, comme si elles étaient vraies. Moi, confiance dans l'intelligence artificielle, très honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que j'ai confiance dans mon téléphone portable? Je n'ai pas confiance dans mon téléphone portable. Je ne me pose même pas la question, très honnêtement. J'utilise mon téléphone portable. Est-ce que j'ai confiance dans les algorithmes de recommandation de telle ou telle plateforme? Je ne me pose pas la question, je l'utilise. Donc, vous voyez, on se pose tout un tas de questions qui sont, mais au-delà d'ailleurs de ce que la majorité des gens se posent comme question. La plupart du temps, la plupart des choses qu'on fait, on les fait sans se poser de questions de confiance ou pas confiance dans la technologie. Je ne me pose pas la question de savoir si actuellement je peux avoir confiance dans la chaise sur laquelle je suis assise. Ce n'est pas la question, on s'en moque. Donc la confiance, à mon sens, ça fait partie de tout ce vocabulaire qui est utilisé par les pouvoirs publics pour rassurer les gens. Et je vous invite, quand on lit le RGPD, à lire tous les documents qui sont de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle. Tous ces documents, le fil rouge, et regardez d'ailleurs les rapports de des commissions parlementaires françaises, le fil rouge, c'est qu'il faut être compétitif sur un marché dont on attend des revenus et des bénéfices extraordinaires. Donc, tout ce positionnement normatif, c'est un positionnement de niche, c'est un positionnement marketing. Ça n'est pas un positionnement en termes de valeurs. Donc, quand on parle des valeurs de l'Union européenne, quand je vois la mixité de l'Union européenne et par exemple des régimes politiques, je ne suis pas persuadé qu'on partage tous les mêmes valeurs. Donc, tout ça, ça relève du discours et il faut aller gratter un petit peu derrière ce discours. Alors moi, désolé, j'ai une coupure. Tu parlais de confiance dans les smartphones et autres. Moi, c'est juste mon PC qui a coupé mes nets. Donc, voilà. Le temps de vous rejoindre sur mon smartphone, je ne sais pas si ça me pose une question de confiance ou pas vis-à-vis de mon PC, mais en tout cas, j'étais bien embêté et désolé la coupure. Mais je vois que vous avez continué sans moi. Oui, tout à fait. Et puis Emmanuel parlait de l'approche européenne là-dessus. Je voulais juste conseiller peut-être à ceux qui nous écoutent, il y a un travail très intéressant fait par la Fondation Mozilla, notamment qui avait fait tout un travail sur les impacts sociétaux des algorithmes, avec un travail que moi j'ai trouvé hyper intéressant. Alors, c'est une approche un peu à l'anglo-saxonne avec ce qu'on appelle des red teams. Donc, des red teams, c'est, vous savez, en sécurité informatique, c'est l'équipe des méchants, quoi. Et donc là, les red teams, en tout cas l'équipe des méchants, ou ceux qui imaginent le pire. Et là, donc, dans ce travail de la Fondation Mozilla, il y a toute une équipe de red team autour de ça, c'est-à-dire qui imagine un peu, qui essaie de challenger tous les principes qu'on a de transparence, d'explicabilité, d'auditabilité et tout, en disant, ben voilà, si on l'utilisait de manière mal intentionnée, on les utiliserait comme ça. Et ce travail-là, je trouve qu'il est intéressant, il est nécessaire, quoi, justement pour un peu relativiser les grands principes qu'on s'échange un peu facilement là. Habituellement, si je peux me permettre, pour faire un lien avec quelque chose qui est d'actualité, parce qu'on en parle au départ, la question de la reconnaissance faciale, ou la question d'ailleurs du crédit social, c'est quelque chose qui est fondamentalement intéressant de ce point de vue-là, parce que le crédit social, à la base, l'inventeur du crédit social en Chine s'est inspiré des méthodes de crédits sociaux qu'on trouve aux États-Unis. Moi, j'ai vécu au Canada. Il y a le système Equifax, il y a un autre système qui existe aux États-Unis pour évaluer le score de crédit, et en fonction du score de crédit, on va vous autoriser à avoir des crédits ou pas avoir de crédit. C'est-à-dire, en fait, quand on arrive au Canada, on vous demande est-ce que vous avez un historique dans le crédit. Si vous n'avez pas d'historique dans le crédit, vous n'avez pas le droit à une carte de crédit. Ce n'est pas plus compliqué que ça et vous n'avez pas le droit de souscrire des crédits. Vous ne pouvez pas acheter une voiture, vous ne pouvez pas acheter une maison. En crédit. De la même manière, quand on est avec un système d'assurance au Canada et aux États-Unis, pareil, si on veut avoir évidemment un score intéressant qui permette de baisser sa facture sur les assurances, et bien on vous met un petit mouchard. Et donc, il faut savoir que l'inventeur du crédit social chinois s'est inspiré de ces méthodes-là. Donc, on peut considérer que dans le cadre européen, en l'occurrence dans le cadre occidental, c'est acceptable, mais on voit bien les dérives potentielles. On critique les Chinois sur leur système de reconnaissance faciale. On est en train de faire pareil en Europe, en France. On utilise les mêmes systèmes. Alors, on n'est pas encore
encore tomber peut-être dans les excès chinois, mais moi, je ne sais pas qui sera le prochain président de la République ou la prochaine présidente de la République. Et évidemment, si on met des coins dans les portes, je me pose la question de comment ces coins vont être utilisés et puis comment ces portes vont être ouvertes plus tard. Donc c'est très intéressant aussi de voir que, effectivement, c'est une question de perspective. Là, moi, j'ai entendu parler, vous avez entendu parler évidemment de Huawei et puis de la question de la reconnaissance faciale pour les Ouïghours. On est dans la projection de qu'est-ce que le gouvernement chinois va faire avec ce système de reconnaissance faciale. En France, personne ne se pose la question de qu'est-ce que va faire le prochain gouvernement avec les systèmes de tracking qu'on a actuellement développés, avec les caméras qu'on a au métro Châtelet-Les Halles, avec les drones qu'on utilise en Corse, avec les systèmes, on en sait strictement Avec rien. la nouvelle loi sur la surveillance, on entend quand même quelques voix qui s'en posent la question, ou les décrets qui ont été passés tout récemment sur le fait que l'État puisse utiliser plus d'informations, ou les services de police puissent utiliser plus d'informations. On voit que ça agite un peu des débats quand même. Justement, ça agite des débats, mais en même temps, je ne trouve pas que c'est des débats de sachants. Il n'y a pas un gros débat, c'est-à-dire il n'y a pas un gros tollé, comme par exemple on l'a vis-à-vis de la Chine qui utilise ses reconnaissances faciales, ou d'autres pays, de manière légitime, à mon sens, d'un point de vue occidental. Mais cela étant, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien comprendre que ces systèmes peuvent être utilisés effectivement de manière très, très, très variable et que l'appréciation de la validité des systèmes va être extrêmement variable, elle aussi d'ailleurs. Il y a eu un cas là, tout récent sur lequel je voulais vraiment vous entendre aussi. Il y a eu une chronique assez sympa sur France Inter qui a été réalisée, je crois, il y a 2 semaines, qui épinglait le moteur de recherche de la FNAC. Et il précisait très bien que ça aurait pu être le moteur de recherche de n'importe quel autre libraire en ligne. Et en disant, voilà, quand je fais une recherche en tapant le terme vaccin dans le moteur de recherche et que je recherche des livres, les premiers livres que me propose la FNAC sont des livres complotistes, anti-vaccins, ce qui me paraît éminemment dangereux dans la situation actuelle. Et la chronique d'ajouter en expliquant, voilà, si j'allais voir un libraire, je ne peux pas croire qu'un libraire me conseillerait ces livres-là ou ait mis ces livres-là en tête de gondole quand j'arriverai dans le rayon qui traite de cette partie-là. Donc voilà. Comment ça marche ce truc de la FNAC? C'est que ça marche par rapport à des corrélations sur les ventes, et donc c'est les livres qui ont été manifestement le plus vendus, point barre. Maintenant, est-ce que la FNAC, ou les autres libraires d'ailleurs, devraient faire quelque chose, devraient reprendre la main pour ne pas laisser ces algorithmes uniquement fonctionner par corrélation, mais en amenant la jugeote des libraires? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ce problème-là, on va l'avoir sur tout type d'algorithme, dans tout un tas de questions. J'en parlais avec des assureurs cette semaine. Ils s'apprêtent à avoir le même type de questionnement. Mais je crois que justement, l'une des manières d'en sortir, c'est de toute façon accepter qu'il n'y a pas de notion de neutralité là-dedans. C'est-à-dire que de toute façon, c'est une évidence que dans les moteurs de recherche aujourd'hui, mais même pour le moteur de recherche le plus utilisé au monde, derrière, il y a des paramétrages, derrière, il y a des contenus qui sont mis en avant et d'autres qui sont moins mis en avant ou moins recommandés. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est évident qu'il y a des interventions sur ces systèmes-là, de croire qu'en fait, parce qu'ils ne feraient que reproduire la réalité des ventes, il n'y a pas d'intervention. Non, il y a toujours des interventions. Et c'est déjà une réalité. Et prenez même Google. Je veux dire, Google a fait tout un travail ces dernières années autour de la représentation d'un certain nombre de stéréotypes. Et il y a plein de mots-clés où les résultats qui vous sont affichés ne sont pas exactement ceux que fournirait, d'un point de vue tout à fait brut, l'algorithme de classement des résultats. Je veux dire, il y a déjà, ça c'est déjà documenté. Il faut sortir de l'idée que finalement, voilà, on devrait avoir des systèmes qui sont totalement neutres, ou même que la neutralité elle-même pourrait exister dans ce domaine. Effectivement, si on reprend sur l'exemple de ton libraire, Mick, je ne suis pas sûr que ton libraire soit complètement neutre. C'est-à-dire que si tu vas d'une librairie à une autre, même en fonction de la personne au sein de la librairie, ta recommandation ne va pas être la même. Donc peut-être que c'est la neutralité qui n'existe pas d'un point de vue humain, donc c'est effectivement difficile de venir en faire une via l'IA. Sur les libraires, d'ailleurs, il y a un exemple qui est d'actualité, hein, c'est évidemment le Goncourt, ou tous les prix qu'on peut avoir, hein, qui vont orienter les choix des acheteurs. Moi, j'ai acheté le dernier Goncourt, je veux dire, globalement, peut-être qu'il ne me plaira pas, mais encore une fois, la recommandation, parce qu'on a cette étiquette rouge, qu'il est mis en tête de gondole, qu'il est mis de manière très visible à la caisse, les gens vont l'acheter. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va me plaire, ce n'est pas nécessairement quelque chose que j'aurais acheté si je m'étais baladé de manière un peu aléatoire dans la librairie ou dans la bibliothèque. Donc,
là aussi, les recommandations, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Quand on se balade dans un supermarché, on a des recommandations qui sont des recommandations implicites dans l'organisation du supermarché, ou là où sont positionnés dans les rayonnages, en tête de gondole, qu'est-ce qui est à l'entrée, qu'est-ce qui n'est pas à l'entrée, les couleurs. Donc, on a ces sollicitations au quotidien. Il faut quand même garder à l'esprit que tous ces systèmes qui sont développés en algorithme, en intelligence artificielle, sont fondés sur des travaux de sociologie, de sciences sociales, de psychologie. C'est-à-dire que l'IA n'est qu'un outil supplémentaire extrêmement développé qui permet d'orienter les choix des consommateurs que nous sommes vers un produit ou vers un autre. Mais l'IA n'apporte pas quelque chose de nouveau, si ce n'est peut-être la capacité à brasser un peu plus d'informations, puis peut-être un impact un peu plus important que ce qu'on va voir quand on va faire ses courses en supermarché. Mais je me rappelle, il y a quelques années, une grande chaîne de supermarchés qui développait, il y a un supermarché d'ailleurs type dans la région parisienne, où ils développent tout un tas de processus sur comment les gens se baladent dans les rayons, qu'est-ce qu'il faut mettre devant eux, est-ce qu'il faut des murs qui soient extrêmement hauts, qu'est-ce qu'on met au milieu, mais ça tout le monde le sait, qu'est-ce qu'on met au milieu du rayon, qu'est-ce qu'on met en bas, qu'est-ce qu'on met en haut, qu'est-ce qu'on met en tête de gondole. Enfin, tout ça, c'est au quotidien, on y est soumis. L'IA n'est qu'un outil supplémentaire. Oui, mais le vendeur qui choisit qu'est-ce qu'il met en tête de gondole ou pas, il le fait avec son expertise, avec sa sensibilité, aussi avec sa jugeote du contexte, et pas seulement sur une appréciation froide de qu'est-ce qui est le plus vendu. Oui, mais du coup, l'IA, finalement, encore une fois, elle nous confronte à notre propre réalité humaine, quoi. C'est peut-être ça qui nous choque le plus, finalement. Si je peux me permettre, juste pour ça, d'un point de vue philosophique, moi, il n'y a rien qui me dit que philosophiquement, je dois plus faire confiance à la jugeote du libraire qu'au choix rationnel et froid d'un algorithme. Moi, je ne sais pas, peut-être qu'effectivement, peut-être que le libraire, il a peut-être de l'expérience, mais avoir de l'expérience, ça ne veut pas dire qu'on est intelligent, ça ne veut pas dire qu'on fait des choix judicieux. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est libraire qu'on détient une connaissance absolue. Peut-être effectivement, si ce libraire, lui, il est passionné par l'aéronautique. Emmanuel, parce que Mick va sortir prochainement un bouquin. Alors ouais, je sais, mais il sera bien mis en valeur, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de raison technique, moi, pour que je fasse confiance, absolument, et on revient à la confiance, à un libraire. Je veux dire, ce n'est pas parce que mon libraire me dit il faut acheter ça plutôt que ça que je vais faire plus confiance qu'un algorithme qui fait une recommandation. Mon point, c'est surtout de dire, dans tous les cas de figure, c'est notre responsabilité d'être vigilant sur nos choix. C'est-à-dire de définir ce dont on a besoin dans un premier temps, définir ce qu'on aime, et ensuite aller regarder quelle est l'offre dans sa globalité, et pas simplement s'arrêter à effectivement la bande rouge de prix Médicis, prix Goncourt, et puis j'achète. C'est surtout ça, c'est notre vigilance qui est importante. Oui, c'est notre vigilance, mais c'est aussi du coup les choix qu'on va avoir à faire. J'ai un autre exemple très très concret d'un e-commerçant qui, pendant la crise des gilets jaunes, à chaque fois que des gens achetaient un gilet jaune, le moteur de recommandation se mettait à proposer en achat complémentaire du gilet jaune des boules de pétanque, des battes de baseball ou d'autres projectiles. Et l'e-commerçant me dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je débranche mon moteur de recommandation? Est-ce que je mets des recommandations forcées par moi-même? Ou est-ce que je laisse vivre ça, même si ça ne me paraît pas très, très recommandable? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux entreprises quand elles se retrouvent elles-mêmes face finalement à ces problèmes, à ces espèces de dilemmes, on pourrait dire? Moi, si je peux rebondir, alors ça ne répond pas directement à ta question, mais par rapport au fait d'être vigilant, je trouve que c'est extrêmement intéressant ce que tu disais, Emmanuel, là-dessus. Après, moi, je voulais me poser une question, et peut-être que ça rejoint là, du coup, la question de Mick. C'est finalement, nous, on est éduqués sur ces questions, on s'intéresse à ces questions, on est plutôt privilégiés, donc on a les moyens d'être vigilants vis-à-vis de ça. Mais qu'est-ce qui se passe pour les gens qui n'ont pas ces moyens-là ? Et peut-être que le commerçant, le petit commerçant, il n'a pas les moyens de s'approprier, de se renseigner, de savoir ce que fait son moteur de recommandation parce qu'il a pris une solution facile à mettre en place et qu'il a d'autres choses à faire dans son emploi du temps parce qu'il essaie tout simplement de faire en sorte que son business survive. Donc ça ouvre des questions de moyens, peut-être. Alors, je rejoins complètement, je pense que Marianne a parfaitement raison, c'est une question de moyens. Après, on peut peut-être aussi, là pour le coup, parfois on parle d'intelligence de la foule, peut-être qu'on peut aussi, par exemple, lui conseiller de dire, il faut mettre des canaux de retour, quoi. C'est-à-dire, par exemple, sur un site, tu devrais pouvoir avoir la capacité de signaler qu'il y a une recommandation là que tu ne comprends pas ou qui te semble bizarre, ou de pouvoir rentrer en contact. Il y a plein de cas où finalement, on fait des recherches, on voit des résultats et on n'a pas la possibilité, on est surpris.
et on n'a pas la possibilité d'interagir avec le commerçant ou celui qui a développé le système pour dire « Ah tiens, là, je ne comprends pas ». Je veux dire, voilà, on pourrait avoir aussi la capacité à tout à chacun de signaler quelque chose qui nous semble étonnant, quoi, qui nous surprend. C'est souvent dans les surprises, d'ailleurs, qu'on va trouver des choses intéressantes. Ça, c'est peut-être le niveau ultime, d'ailleurs, de la transparence, hein. C'est-à-dire qu'on a un peu dit le niveau 1, moi je dis quasiment le niveau 0 de la transparence, c'est le fait que l'internaute ou la personne, en tout cas, sache qu'elle est face à une IA. Et ça, certaines villes, notamment, s'y sont lancées en documentant les algorithmes qu'ils utilisent. C'est le cas d'Helsinki, c'est le cas d'Amsterdam, bien sûr de Nantes, qui est même allé jusqu'à ouvrir en code source sur Git ces algorithmes. Donc ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est de pouvoir expliquer. Et le troisième niveau, ce serait même de pouvoir interagir avec les décisions auxquelles on est soumis par l'IA finalement. Moi, je vois juste un problème à ça, c'est que admettons qu'on ait la possibilité d'avoir un retour sur une recommandation qui ne nous plaît pas. Je veux dire, oui, très bien. Alors, la première chose, c'est si tout le monde joue le jeu, tout le monde fait simplement, par exemple, un questionnement en disant « Tiens, je trouve ça bizarre ça marche. Maintenant, on sait très bien comment ça fonctionne. Il va y avoir des agressivités, il va y avoir des insultes, il va y avoir des gens qui vont questionner tout et n'importe quoi. Puis, au bout d'un moment, dans la masse de tout ce maelstrom d'informations ou de fausses informations, ça va être difficile de savoir ce qui est intéressant, pas intéressant. Ensuite, encore une fois, je rappelle que derrière ces algorithmes, il y a des enjeux économiques. Donc, l'avis d'Emmanuel Goffi, de Simon Chignard ou de Marianne Alanic sur telle recommandation n'a que très très peu d'importance sur la situation finale. Il ne faut pas non plus se leurrer, il ne faut pas être naïf. Donc, la problématique qu'on a et qu'on a en règle générale, c'est qu'on essaye encore une fois de trouver des solutions à des problématiques qui sont des problématiques hyper spécifiques, c'est-à-dire qu'il faudrait voir au cas par cas, individu par individu, secteur par secteur, on devrait vraiment traiter au cas par cas cette éthique, parce qu'on parle d'éthique au pluriel, si on suit Paul Ricoeur, et en fait, on essaie de les réduire à un package moral, c'est-à-dire un package de règles qui vont s'appliquer à tout le monde, en tout temps, en tout lieu. Et ça ne marche pas. Il faut vraiment, mais comme d'ailleurs, quand il y a quelqu'un qui commet une exaction dans la vie réelle, sans les algorithmes, eh bien, on va prendre cette personne, on va prendre son cas, il va y avoir une enquête, on va vérifier qui a fait quoi, dans quelles conditions, qui sont les responsables, et il y aura une sanction à la fin. Mais à aucun moment, on dit, pour l'ensemble de la planète, voilà la règle. On peut avoir une réglementation qui va être nationale, qui va être locale, régionale, mais à aucun moment, par exemple, sur la question du meurtre, il y a une réglementation internationale, parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas universaliser. Et donc, dans l'IA, le problème fondamental que nous avons, et j'insiste là-dessus, le premier des biais auquel on ne pense pas, c'est notre biais occidental. Nous transposons des psychoses occidentales dans le reste du monde et nous essayons d'implémenter des solutions universelles à des problématiques qui n'existent pas partout et qui ne sont pas nécessairement de la même nature partout. Donc, à force de vouloir généraliser, à force de vouloir généraliser, on n'a pas de solution. Ouais. Et il faut pas parler de l'éthique, il faudrait parler des éthiques de l'IA. C'est un peu ce que tu nous partageais aussi. Ok, merci beaucoup à tous les trois pour ces riches échanges, pour ces éclairages. Alors, je suis bien désolé, je vous avais dit en intro qu'on prendrait les questions, mais mon plantage de PC m'a fait perdre toutes les questions en route. J'ai vu qu'il y en arrivait peu à peu. Je crois qu'on a traité quelques-unes, mine de rien, dans notre échange au passage, mais je m'excuse par avance, je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à prendre contact d'ailleurs avec moi ou avec les autres intervenants via le module rendez-vous d'Imagina pour pouvoir échanger aussi en direct. Ce sera très, très volontiers. Pour ma part, en tout cas, je serai disponible sur l'après-midi. Merci à tous les trois, encore une fois, pour ces débats passionnants. On voit quand même qu'il y a d'abord, que les problèmes d'éthique, c'est dès aujourd'hui sur les entreprises qui développent de l'IA. 2, on a quand même mis en avant quelques bonnes solutions autour de la transparence, autour de l'information, autour du fait de pouvoir reprendre la main et de prévoir tout ça. Et puis 3, on voit que le débat est très, très, très loin d'être tranché. Et que l'actualité sur ce sujet dans les mois et années à venir va être passionnante. Merci en tout cas à tous les trois. Je vous souhaite un bon appétit. Merci à tous. Pareillement. Et une bonne fin de salon. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir.